Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous faire la lecture d'un commentaire de cet ouvrage écrit en 1934, La Terre ne se meut pas, par le philosophe Edmund Husserl, chef de file de la phénoménologie. Je vous invite à vous renseigner sur lui et sur la phénoménologie. Cet opuscule étant d'une écriture compliquée comme toutes les œuvres de Husserl, d'autant plus compliquée qu'on ne le connaît pas du tout, j'ai choisi aujourd'hui de vous en lire un commentaire. Il s'agit d'un article de Yu-A Jimanka d'octobre 2009 dans la revue Alliage. La Terre ne se meut pas. Husserl contre Copernic. Un texte tardif de Husserl, écrit en 1934, s'intitule « Renversement de la doctrine copernicienne dans l'interprétation de la vision habituelle du monde. L'arché originaire Terre ne se meut pas. » Malgré le choix de l'éditeur en faveur d'un titre moins controversé, Recherche fondamentale sur l'origine phénoménologique de la spatialité de la nature, la radicalité de l'affirmation que la Terre ne se meut pas nous incite à examiner la validité de l'argumentation. Pour la communauté scientifique, la perspective copernicienne sur le mouvement de la Terre est le symbole de la victoire de la science sur le sens commun et la religion. Pour Husserl, toute science est galiléenne. Husserl savait sans doute que son affirmation à l'égard de l'immobilité de la Terre encourait le risque de la dérision. Le fragment de Husserl sur la Terre a un statut controversé pour les exégètes. Doit-on le prendre au sérieux? Ou s'agit-il plutôt d'un jeu de mots lorsque Husserl présente une archi-terre immobile? Parfois les commentateurs croient nécessaire d'appeler l'attention sur le fait que Husserl était au courant des théories scientifiques. Ou au moins prennent-ils leur distance à l'égard de la position extrême de Husserl. Cependant, son point de vue est pris au sérieux. Plus encore, le texte respecte si bien la méthodologie phénoménologique qu'il peut être considéré comme exemplaire. Il contient également un argument puissant que nous nous proposons d'examiner ici. Manifestement, une tension existe entre la perspective de Husserl et celle des sciences de notre époque. Cela ne signifie pourtant pas contradiction ou exclusion entre la perspective de la phénoménologie husserlienne et celle des théories scientifiques. Selon Husserl, la phénoménologie s'arrête là où commence la science et fera le lien entre la réalité expérimentée et la réalité théorique et expérimentale de la science moderne. Cette tâche est très présente dans l'investigation husserlienne sur la Terre. Pour ces raisons, nous allons nous attarder sur le texte intitulé « L'arché originaire Terre ne se meut pas » en procédant en 3 étapes. Petit 1, rappel de quelques moments de l'histoire de l'astrophysique. Petit 2, un aperçu de l'idéal et du principe de la recherche phénoménologique. Petit 3,
les conséquences de l'application de la méthode phénoménologique au cas de la Terre. Petit 1, élément d'histoire de l'astrophysique. La perspective d'Aristote sur la Terre comme centre immobile a été élaborée au IIe siècle dans l'Almageste de Ptolémée. Sa formulation géocentrique fut acceptée pendant les 1400 années suivantes. 1400 années. Malgré les contestations du modèle géocentriste par Da Vinci, et Nicolas de Cuès, c'est seulement avec le De Revolutionibus Orbium Caelestium de Copernic que la théorie de Ptolémée a été réellement écartée. De nos jours, nous pensons souvent que la théorie de Copernic a été d'emblée supérieure à celle de Ptolémée. Cependant, certains historiens des sciences ont soutenu que la dispute entre Ptolémée et Copernic n'a jamais eu de solution à l'intérieur des sciences naturelles. Fred Hoyle, l'inventeur du nom Big Bang, affirme qu'aujourd'hui, en 1973, nous ne pouvons pas dire en un sens physique que la théorie de Copernic a raison et que celle de Ptolémée a tort. Les deux théories sont physiquement équivalentes, dit-il. Hoyle admet que ce sont deux façons différentes d'arranger les mêmes données, ouvrant le domaine de la théorie de la relativité. Un changement décisif se produisit en 1687 avec la publication des Principia de Newton. Si la Terre est mise en mouvement, nous avons besoin de l'espace non mu absolu pour garantir l'objectivité de la description. C'est-à-dire que pour observer un mouvement, il faut un référentiel fixe. Malgré le succès de la théorie de Newton, la perspective de la Terre comme corps en mouvement, contre nos propres sens, était difficile à admettre. Darwin écrit : « La croyance dans l'existence d'une révolution de la Terre autour de son axe était jusqu'à il n'y a pas longtemps difficilement attestée par des preuves directes. » L'expérience du pendule de Foucault, de 1871, a été le pas décisif pour l'acceptation de la perspective copernicienne. Toutefois, la base scientifique du travail de Newton avait été déjà mise en question. Dans les propres termes de Newton, le concept d'espace absolu devrait être examiné en termes scientifiques, tâche qui n'est pas accomplie par les Principia. Selon Hegel, l'erreur de Newton consiste à essayer d'expliquer les concepts de la métaphysique, espace, temps, à l'intérieur des sciences naturelles. Malgré cette critique, la recherche d'un point de référence objectif pour le mouvement a continué. Les candidats, soleil, espace absolu, étoile, ont failli à être le référentiel final et unique de tout mouvement. On cherche un point fixe. Les sciences de la nature ont fini par accepter la relativité du mouvement et l'ont formulé comme principe cosmologique. Chaque point de l'univers pourrait tout aussi bien servir comme référent du mouvement. Le point de vue de Copernic est devenu entre-temps fermement enraciné dans la conscience de l'homme moderne. Essentiellement, la Terre est un corps. C'est cet aspect précis et non pas les théories scientifiques en elles-mêmes que Husserl met en question dans son manuscrit. Même s'il ne mentionne point la théorie de la relativité d'Einstein, Husserl avait suivi dans une certaine mesure le débat sur les aspects philosophiques de la physique. Husserl avait dirigé la thèse d'habilitation d'Oskar Becker, Beitrage zur phänomenologische
Begründung der Geometrie und ihrer physikalischen Anwendung, pardon pour l'accent, dans laquelle les sections finales tentent d'expliquer les présupposés dont la physique comme science positive n'est pas explicitement et ne peut pas être explicitement consciente. En résumé, il y a eu au cours de l'histoire 3 façons de comprendre la Terre. Petit 1, la Terre ne se meut pas, Ptolémée. Petit 2, la Terre se meut, Copernic. Petit 3, le mouvement de la Terre dépend de l'observation Einstein, est relatif à quelque chose, relatif opposé à absolu. C'est de ce relatif que vient le terme relativité. Je ferme ma parenthèse et je reprends la lecture. Observons que la perspective phénoménologique n'a pas de place parmi ces 3 possibilités. Quand Husserl écrit « Nous ne touchons donc pas à la physique », il veut dire que la Terre, dans son sens originaire, n'est pas située parmi ces possibilités de mouvement et de repos. C'est-à-dire que, j'ouvre ma parenthèse, il ne s'agit pas de savoir si la Terre tourne ou si elle est en repos, en fait. On est extérieur à ça, puisqu'on est à l'intérieur, en fait. Comme nous sommes sur Terre, on ne peut pas comparer l'endroit où nous sommes à n'importe quel autre point de l'univers, en tant que nous sommes observateurs. Et c'est aussi un des fondements de la phénoménologie, cette perception personnelle. Et en même temps universelle, puisque commune à tous les hommes qui sont tous sur cette terre, sur ce référent absolu à partir duquel nous pensons. Je reviens au texte. Par quels moyens théoriques peut-on y parvenir? Pour parvenir à un concept originaire de la Terre. L'idéal est le principe de la phénoménologie. L'idéal de Husserl est la philosophie comme science rigoureuse à l'écart de tout ce qui apparaît. Les lecteurs de Husserl confondent parfois cet idéal avec le point de départ des sciences exactes. Pourtant, l'idéal a plutôt un effet contraire. L'exposé le plus clair de Husserl au sujet de la relation entre la phénoménologie et la science se trouve dans l'idée de la phénoménologie. À la fin de la première leçon. Alors on a là une longue citation. J'espère qu'elle n'est pas trop rebutante. La validité objective de la connaissance exacte est devenue, quant à son sens et à sa possibilité, énigmatique, et par la suite même douteuse. La validité objective de la connaissance exacte. Comment mesure-t-on une connaissance exacte? La connaissance exacte est devenue énigmatique tout autant que la connaissance non exacte. La connaissance scientifique est tout autant que la connaissance pré-scientifique. La plus rigoureuse mathématique et science mathématique de la nature n'a pas ici la moindre supériorité par rapport à une connaissance réelle ou supposée telle que de l'expérience commune. Il nous dit là que les mathématiques ne sont pas supérieures en connaissance et en réalité que l'expérience commune, c'est-à-dire la perception, ce qu'on perçoit tous de manière quotidienne, communément. Il n'y a pas une supériorité des mathématiques sur nos perceptions quotidiennes du point de vue de la connaissance ou de la vérité. Je ferme ma parenthèse. La philosophie réside dans une dimension nouvelle à l'égard de toute connaissance naturelle. Et à cette dimension nouvelle répond une méthode nouvelle, foncièrement nouvelle, qui s'oppose à la méthode naturelle.
la philosophie réside dans une dimension nouvelle à l'égard de toute connaissance naturelle. Et à cette dimension nouvelle répond une méthode nouvelle, foncièrement nouvelle, qui s'oppose à la méthode naturelle. Celui qui le nie n'a rien compris à cette dimension des problèmes propres à la critique de la connaissance, et n'a par conséquent rien compris non plus à ce qu'en vérité veut et doit vouloir la philosophie, et à ce qui lui donne face à toute connaissance et science naturelle son caractère et sa justification propre. Là où Searle nous explique que la philosophie est le fondement de toute science, que c'est la philosophie qui justifie un énoncé ou un discours comme étant scientifique ou non scientifique. C'est-à-dire que la science, pour savoir ce qu'est de la science et ce qui n'est pas de la science, ce n'est pas la science elle-même qui peut le définir, puisque à la fois la science et la pseudo-science se disputent le nom de science. Donc on ne peut donc pas se fier au témoin qui témoigne pour lui-même. Il faut un témoin extérieur, un regard critique sur les pratiques qui se proclament scientifiques pour pouvoir vérifier cette validité, cette cohérence avec le titre qu'on se donne. Et c'est l'épistémologie qui se charge de ça. La philosophie des sciences. Je reviens au texte. Les philosophes sont parfois tentés de prendre comme point de départ les plus hautes formes de connaissance. Logique formelle, mathématiques supérieures, physique mathématique. Ce n'est pas le cas de Husserl, qui estime qu'il faut commencer en un sens radical. L'étrange possibilité d'un désaccord avec la perspective de Copernic sur la Terre devient donc une illustration de cette radicalité du commencement, fondée sur l'évidence immédiate de l'expérience vécue. Alors, quels sont les principes de méthode propres à la phénoménologie ? Le principe fondamental de toute connaissance est introduit dans IDN 1. Je cite. Toute intuition donatrice originaire est une source de droit pour la connaissance. Toute intuition donatrice originaire est une source de droit pour la connaissance. C'est-à-dire qu'on est à bon droit de nourrir sa connaissance d'une intuition originaire. Une expérience naturelle, on pourrait dire, commune. Je reviens à la citation. Tout ce qui s'offre à nous dans l'intuition de façon originaire, dans sa réalité corporelle, pour ainsi dire, doit être simplement reçu pour ce qu'il se donne, mais sans non plus outrepasser les limites dans lesquelles il se donne alors. On ne doit pas s'imaginer des choses plus compliquées que ce que l'expérience ordinaire nous donne à voir. Je reviens au texte. Le texte de Juha Jimanka, qui est le commentaire du livre d'Husserl, La Terre ne se meut pas. Un conseil méthodologique est à retenir. Quand nous étudions quelque chose, nous devons accepter seulement ce qui est donné dans sa présence personnelle vivante et actuelle. In seiner leibhaften Wirklichkeit. Mais dans comment on pourrait dire, dans l'ici et le maintenant, dans l'expérience directe du réel. Une reformulation de ce principe se trouve dans les Méditations cartésiennes, qui est un autre ouvrage d'Edmund Husserl qui commente Descartes. Je cite, « Je ne dois pas faire ou accepter des jugements que je n'ai pas dérivés de l'évidence. »
Je ne dois pas faire ou accepter des jugements que je n'ai pas dérivés de l'évidence, ni des expériences dans lesquelles les choses et les complexes de choses en question ne sont pas présentes comme eux-mêmes. Autrement dit, je dois faire l'expérience des choses mêmes. Le principe est simple, et il semble presque aller de soi, mais s'il est appliqué avec rigueur, les résultats peuvent surprendre. Le texte sur la Terre l'exemplifie. Alors maintenant, la Terre est-elle un corps? La perspective de notre culture et époque est résumée ainsi. Nous, coperniciens, nous, hommes des temps modernes, nous disons: la Terre n'est pas la nature entière, elle est une des étoiles de l'espace infini du monde. La Terre est un corps de forme sphérique qui, certes, n'est pas intégralement perceptible d'un coup et par un seul, mais n'est pas moins un corps. Pour Husserl, l'essence de la révolution copernicienne n'est donc pas le double mouvement de la Terre, mais la vue qui est derrière cette théorie. La Terre comme corps, c'est-à-dire un corps parmi d'autres en fait. Et si tout ce qui apparaît a aussi un mode d'apparaître originaire, il faut l'examiner en s'appuyant sur les principes de la démarche phénoménologique énoncés auparavant. Un corps apparaît originairement comme situé à un endroit, en mouvement ou en repos. Et la Terre, comment nous apparaît-elle? Son mode d'apparaître n'est pas semblable à celui d'un corps qui serait extérieur. La Terre, telle que nous la voyons normalement, n'est pas située à un endroit et n'inclut pas un horizon de mouvement ou de repos. D'après nos perceptions, d'après notre expérience directe. Le point de départ de l'argumentation de Husserl est de voir que, telle qu'elle est constituée dans notre expérience, la Terre n'est pas une chose, n'est pas un objet au sens objet-sujet. Je suis le sujet, je perçois un objet. La Terre n'est pas une chose. Je cite: la Terre en elle-même, dont la forme originaire de représentation, ne se meut ni n'est en repos. C'est d'abord par rapport à elle que mouvement et repos prennent sens. Le référentiel absolu, le voilà, c'est la Terre. Aucun de nous, y compris Copernic, ne voit la Terre se mouvant comme un corps. Il ne s'ensuit pas que la théorie de Copernic soit fausse. Nous remarquons juste que cette théorie n'est pas un point de départ légitime pour une recherche phénoménologique sur la Terre. Les niveaux de constitution sont les suivants. B. Le point de vue de Copernic sur la Terre comme planète, comme corps en mouvement. A. Une vue originaire sur la Terre, en relation avec laquelle les choses peuvent se mouvoir, mais qui en elle-même n'est pas une chose et donc ne peut pas se mouvoir. Même si normalement nous nous satisfaisons de partir du niveau B. Les principes phénoménologiques nous obligent de partir du niveau A, plus originaire et plus primitif. Le problème serait maintenant de comprendre comment la Terre, en tant que corps, a acquis une validité constitutive. Comment on a accepté de voir la Terre comme un corps? Comment s'effectue donc la transition entre le niveau A, de la Terre expérimentée, vers le niveau B, de la vue copernicienne? Nous devrons ne pas séparer la vue copernicienne des considérations intuitives sur l'espace et le temps. Ainsi, à un niveau intuitif, une investigation sur l'espace signifie une considération du lieu, du repos
et du mouvement. Il nous faut donc commencer par considérer la Terre en relation avec l'intuition d'un seul corps situé dans un endroit. Ainsi, un niveau intuitif, une investigation sur l'espace, signifie une considération du lieu, du repos et du mouvement. Il nous faut donc commencer par considérer la Terre en relation avec l'intuition d'un seul corps situé dans un endroit. La Terre, c'est donc d'abord, primitivement, avant toute chose, la perception que notre corps en a immédiatement. Voilà ce que ça dit. Le résultat est que les corps se meuvent ou peuvent se mouvoir en relation avec la Terre sol. Parce que la Terre est avant tout notre sol en premier lieu, avant de se situer d'un autre point de vue. Pour les corps, il y a des horizons ouverts de mouvements possibles, profondément ancrés dans notre monde effectif, wirklich. Le vrai monde, le monde perçu immédiatement. Le repos se donne comme quelque chose de décidé et d'absolu, tout comme le mouvement, et ce, au niveau de la strate première en soi de la constitution de la Terre comme sol. La constitution de la Terre comme sol est le préalable à toute idée de mouvement. Voilà ce que ça dit.